sommes vendredi. Oui, vraiment. C'est vendredi. Vous l'avez sûrement remarqué hein, que nous sommes vendredi. Et ça commence comme ça. Le vendredi, c'est quelquefois un tout petit peu décalé parce qu'on rentre dans le week-end et chacun sa façon à lui de pouvoir ouvrir ses portes du week-end. Là, dans tous les cas, nous, on vous souhaite que du meilleur encore pour ce week-end qui s'annonce. Voilà, on espère qu'il sera assez calme, qu'il ne sera pas assez agité comme le week-end dernier. Dans tous les cas, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Bien le bonjour à tous, bienvenue ce matin à ce programme 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision, vous savez. Et quand on parle de vendredi, c'est la dernière production pour le compte de la semaine. Ce matin, bonjour Pamela Fomen. Bonjour Isabelle Carole, bonjour à nos téléspectateurs et bonjour à tout le monde sur le plateau. Hier, vous voulez dire bonjour à Eléo, je ne sais pas si c'est encore les mêmes plaintes aujourd'hui. Oui, hier j'ai voulu dire, je reconduis ça pour aujourd'hui, c'est trop grave où je vis. Ça fait pratiquement 3 jours et j'ai l'impression que le week-end, je le passerai certainement dans le noir. Vivement qu'Enio fasse quelque chose pour nous, c'est important parce que préparer l'émission, ce n'est pas du tout évident de le faire. Dans le noir. On peut imaginer tout ce que ça entraîne comme conséquence, Pamela Fomen. Bien sûr, on va peut-être parler des denrées alimentaires, sauf qu'il y a aussi les appareils à la maison. Quand ça part, ça vient, c'est très compliqué parce qu'on s'est habitué à ce que voilà, ça ne sert à rien de préparer pour 2-3 jours parce qu'on est rassuré que demain, forcément, il n'y aura pas la lumière. Donc, on est obligé de préparer chaque jour, ce qui n'est pas d'ailleurs évident. Maintenant, il n'y a même pas là où écraser. C'est-à-dire que même préparer chaque jour que vous dites là, c'est un style de repas. Parce que vous pouvez même plus faire le couscous maïs, par exemple. Et on sait que le couscous maïs, généralement, ça dort toujours. Il va rester 2-3 jours. Il faut écraser le maïs, on va écraser. On va réchauffer le lendemain. Maintenant, les appareils, c'est très compliqué. C'est très compliqué, en tout cas, Inéo, vraiment. Essayez de revoir quelque chose pour nous. Alors, Dominique Audrey Oyengelek, on va aller avec l'histoire du jour en espérant que, voilà, quand on parle d'électricité ou d'énergie électrique, vous êtes sorti de là, au moins vous êtes épargné quand même. Non, on continue de venir charger nos téléphones portables, nos lampes torches, de repasser nos habits, les habits de demain, des maris et tout ça. Tout ça, on fait ça ici malheureusement parce que, oui, on continue de rester dans le noir. L'histoire de la dame, justement, c'est l'histoire d'une dame qui est dans le noir. C'est vraiment, mais alors vraiment compliqué. Elle dit qu'elle est âgée de 33 ans. Elle est mariée à un monsieur qui est âgé de 37 ans. Et ils ont 6 enfants à leur actif aujourd'hui. Elle a quel âge? 33. 6 enfants. 6 enfants. Elle connaît le monsieur depuis 22 ans, mais ça fait 15 ans qu'ils sont sous le même toit. Oui. 15 ans de vie commune et 22 ans disons, de connaissance. C'est le premier conjoint, le premier partenaire que j'ai eu de toute ma vie. Le problème que je pose aujourd'hui, c'est que ça fait 2 mois que je suis partie de mon foyer parce que j'étais fatiguée d'un certain nombre de sévices que je subissais dans ce foyer-là. Mais mes enfants m'ont suivi depuis que je suis retournée dans ma famille et je ne sais pas comment faire pour que mon mari s'occupe de ses enfants parce que moi, personnellement, je n'ai rien comme activité, je n'ai pas de revenus, je n'ai pas d'argent. L'un des problèmes que j'ai rencontrés dans mon foyer avec mon mari, que je continue d'aimer d'ailleurs, il estimait que mon téléphone portable ne devait pas sonner. On ne devait pas m'appeler, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis. Personne ne devait m'appeler à part lui. Et lorsque les gens m'appelaient, même c'était des problèmes, c'était la colère. Le jour qu'il n'était pas content, qui rentrait du travail étant énervé, toute la maison était mal à l'aise, les enfants devaient aller se coucher beaucoup très tôt. Et l'un des traitements à moi appliqués dans ce foyer, c'est que lorsqu'il n'était pas content, il me mettait à genoux en exigeant que je sois à genoux, le front au sol. Et lorsque je refusais, il me battait encore et encore et encore devant mes enfants. Il me mettait à genoux pendant des heures devant mes enfants, des pierres à la main. Et lorsque je refusais d'obtempérer, c'était encore la bastonnade. Ça fait 2 mois que je suis partie. Il ne m'a plus jamais fait signe. Il n'a pas essayé de revenir vers nous. Ma famille, de mon côté, est dépassée. Personne n'arrive à rien dire. Je ne sais pas comment faire pour que mes enfants puissent avoir une situation. Moi, de mon côté, je ne travaille pas. Je n'ai rien du tout. Je ne mène aucune activité.
je ne sais pas comment faire. Est-ce que je renvoie mes enfants contre leur gré chez leur papa ou est-ce qu'il y a des procédures ou du moins, qu'est-ce que je fais parce que mon mari, je l'aime. Elle a eu sa mairie, elle a eu sa dot également. Donc ça veut dire qu'elle est officiellement mariée, oui. la dame, mairie d'auto préalable. Aujourd'hui, elle fuit son foyer de suite de violences conjugales et a du mal à tenir avec 6 enfants. Donc ça veut dire que depuis qu'elle est quittée sur ce toit, 2 mois, monsieur ne participe plus à rien. Rien du tout. Aucun signe de vie. Et par analogie, ça signifie que lorsqu'ils étaient dans leur foyer, malgré les mauvais traitements, malgré tout, le monsieur s'occupait de sa famille, de son foyer. Donc, puisqu'elle n'a pas mentionné qu'il y avait des problèmes de nutrition et tout ça, donc à ce niveau-là, tout roulait, tout roulait. Donc pour lui, c'est comme une sorte de sanction à l'endroit de cette femme, de dire ok, d'accord, tu as décidé de partir, vas-y, assume pleinement ce que tu as à faire de ce côté-là. Alors bon, Bengan, on va parler ici de l'irresponsabilité des hommes. Tout d'abord, avant d'évoquer bien d'autres sujets, notamment celui de la violence qu'elle a évoqué, parce que la dame s'en va avec vos 6 enfants. 6 enfants, vraiment faire 6 enfants à un homme, ça veut dire que vous avez mis du cœur, vous avez pratiquement tout donné. Et même s'il y a des problèmes dans un couple, on s'éclipse avec les enfants, monsieur s'abstient de donner à manger à ces enfants-là? C'est plutôt l'irresponsabilité de la femme qu'il faut évoquer. Waouh. Oui. Elle dit, je ne savais pas que mes enfants allaient me suivre. Elle les avait laissés à qui? Parce qu'elle a évoqué son... Vraiment, je ne prends pas parti de la dame, mais j'essaie d'expliquer. Elle a évoqué son incapacité à pouvoir assumer. Elle invoque son incapacité à assumer les instructions de son mari. Elle nous dit que je suis devenue têtue. J'ai décidé que le règlement intérieur de mon mari relativement à mon téléphone, je ne les appliquerai plus. Voilà ce qu'elle a dit. C'est ça sa décision. Dominique Audrey, vraiment, je crois que vous êtes mieux placé pour c'est comme ça que je comprends ça. Ça s'appelle l'application. D'accord, mais ce qui est... Quelle est la version de la dame? Elle dit que son mari est en filigrane. C'est un homme possessif qui ne voudrait pas voir son téléphone sonner, qui la coupe du monde, que ce soit des amis ou bien de la famille, il ne veut pas. Lorsque quelqu'un l'appelle, ce sont des problèmes. Quand il n'est pas content, personne ne dort à la maison et par-dessus le marché. Quand il n'est pas content, il la met à genoux en exigeant qu'elle soit le front au sol comme une enfant devant ses enfants. Entre guillemets. C'est une femme, d'abord j'aurais dû l'apprécier, c'est son premier amour. Mais elle ne sait pas capitaliser le premier amour en disant, j'ai aujourd'hui, quand elle aura l'âge que nous avons, en disant, je n'ai connu que mon mari. Au plus de dignité que cela, il n'y en a pas. Mais elle-même est en train de bafouer sa dignité en refusant de se conformer. C'est-à-dire quoi? La discipline, on vous le dit toujours ici, si elle nous écoute, ça veut dire qu'elle pense que la civilisation négro-africaine a une culture qu'elle peut prendre en compte, en considération. Ça veut dire que cette discipline, pour ton cas, ma fille, tes contacts qui t'appellent souvent à des heures indues, hey, maman, papa, à partir de un moment, vraiment, les travaux domestiques font que, voilà, appelez-moi parce qu'elle connaît à quel moment son mari rentre. Elle dit, je ne travaille pas. Ça veut dire que son mari se bat dehors. Elle est seule à la maison. Elle peut recevoir les coups de fil qu'elle peut recevoir en l'absence de son mari. Et elle discipline les personnes. Donc, Dominique Audrey, tout parle du téléphone portable. Selon Bombok. Ah, d'accord. C'est ce qu'elle a dit. D'abord, c'est à ce moment-là, après que ton téléphone n'ait pas sonné, pendant une période, que tu dis, chérie, tu sais souvent que maman m'appelle, comment, quand tu me dis de ne pas prendre le téléphone, ça bloque. Tu sais que tel jour, maman avait appelé, papa avait, ou bien tel avait appelé ceci. Tu sais également que ton petit frère qui est là,
Tu sais, comme ils n'aiment pas souvent parler avec toi, ils ont peur. Ils parlent souvent, voilà pourquoi. Ça résout au moins 2 problèmes importants. Le premier problème, le sens de possession de son mari, qui est un ami jaloux, qui pense que malgré le fait que sa femme est là, à la maison, on la drague, on sait ainsi. Donc il y a des gens comme ça. Le deuxième problème, c'est le problème de communication pour oxygéner la maison. Et elle décide de partir. Parce que c'est ça, non, je suis un odeur, non, les 2 parents ne peuvent pas. Sa grand-mère n'avait jamais de téléphone. Je ne sais pas quel âge elle a, mais je ne suis pas sûr. Comment on oxygénise la maison? C'est ça les règles du mariage. Quand on vous dit à la femme, c'est l'homme qui imprime le règlement intérieur de la maison, ça ne veut pas dire que la femme est esclave. Ça ne veut pas dire que la femme est un objet sexuel. Ça ne veut pas dire que la femme ne dit rien. Mais ça veut dire que l'homme a un imaginaire qu'il veut instruire. Et la femme lui parle à l'oreiller. L'expression « la nuit porte conseil », en réalité, les Blancs l'ont volé chez nous. Quand vous entendez un chef parler, ou même moi, Bombok, j'ai un litige, c'est pas moi, de terrain, de quoi, un litige à gérer. C'est ma femme qui me dit, Massa, comme tu vois là, l'autre femme ne voit pas là, voilà la situation. Et je peux venir le matin, je dis, bon, voilà Titi, j'ai rêvé. C'est madame qui t'a dit que la situation ici, c'est l'amant, l'autre l'amant, c'est l'enfant de tel qui avait commencé, c'est plutôt l'autre. Mais comme tu es proche de ton ami Mbatoula, on veut vous mettre en conflit. En réalité, l'enfant de Mbatoula n'avait rien fait. Mais on veut que... Voilà comment ça se passe. Quand la femme n'intègre pas ça, elle vient sous forme de confrontation de tout. Elle a donc oublié l'essentiel. Les enfants en partant, elle les a mis où? Puisque quand on accouche, on ne mange plus. Lorsqu'on dit quand on accouche, on ne mange plus, ça veut dire que vous dormez affamé. Non, ça veut dire qu'en fait, votre avenir est déjà derrière vous. C'est sur vos enfants. Et c'est l'homme qui allait griller l'arachide, faire la soupe, tout ça, faire le mbongo ou tourner le couscous ou l'ondolé. Elle a laissé ses enfants à qui? Donc ma fille rentre. Mais comme j'ai dit, chérie, j'ai compris. Elle laisse le téléphone, mais sache que j'étais fâché parce que tel jour tu oublies que tel incident était arrivé. L'information on l'avait eu la nuit parce que tes frères ont peur souvent de t'appeler parce que c'est comme ça qu'on oxygénise la maison et rentre. Il n'amène pas le truc comme ça. Rentre. Et même sa famille aurait dû, première nuit, oui, mais pas deuxième, troisième nuit. Quelqu'un vient et ramène la fille chez elle en disant, est-ce que c'est seulement le téléphone là qui vous met dans cette situation complexe? Ça se passe même quoi? On résout le problème là. On rentre chez toi. Alors, Dominique Audrey, je crois que la famille, c'est un socle qu'on n'a pas envie de pouvoir diviser, séparer, imiter. Est-ce que donc l'idéal serait de replier, demander pardon à son mari, s'installer dans cette maison? Non. Non. Puisqu'elle n'arrive pas à gérer les enfants, elle n'a pas de moyens. Qu'elle commence à se débrouiller, Isabelle Carole. Elle ne retourne pas dans ce foyer? En tournant le couscous. Elle commence à se débrouiller, Isabelle Carole. Il y a des femmes qui se retrouvent avec 8 enfants de maris décédés, dont la belle famille ont tout arraché, mais font vivre ces enfants-là. Donc cette femme, comme les autres femmes qui sortent le matin chercher la quittance pour leurs enfants, elle doit pouvoir sortir de chez son frère, sa soeur, de chez son parent et aller se débrouiller pour trouver à manger à ses enfants. Et non retourner dans ce foyer. Moi, je suis contre les séparations, mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de rester dans une relation avec un homme qui se comporte comme un animal, comme une bête. Comment se fait-il que la femme qui vous... insulter l'homme, hier c'était la même chose, aujourd'hui c'est la même chose. Qui se comporte comme un animal,
qui se comportent comme une bête. C'est un peu fort quand même. Je parle du comportement. Oui, mais... Je parle du comportement. Qui se comporte maladroitement, c'est beaucoup plus digeste. Non, il se comporte comme un animal. Je suis désolée. Merci. Parce que la femme qui vous fait manger, la femme qui vous fait voyager, la femme qui s'occupe de vos enfants, vous ne pouvez pas lui demander de se mettre à genoux pendant des heures. Vous ne pouvez pas, parce que si vous n'êtes pas un peu fêlé sur les bords... Si elle-même, la dame, le mari lui dit mets-toi à genoux et elle se met à genoux, est-ce que ça ne veut pas dire qu'elle est consciente elle-même de ce qu'elle a créé? Parce que, vraiment, si monsieur vous dit vraiment mets-toi à genoux, Isabelle, tu te mets à genoux. Donc vous estimez, je pose la question. Oui, je vous repose la question. Donc vous estimez qu'il y a quelque chose qui peut justifier qu'on mette une femme à genoux devant ses enfants. Devant ses enfants. Mets-toi à genoux, tu mets ton front au sol. Pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, avec un fouet à la main. Qu'est-ce qu'elle peut bien avoir fait? Si c'est la femme qui partage votre vie, la femme qui partage votre couche, on ne peut pas rester avec un homme qui nous esclavagise. Vous ne pouvez pas rester avec un homme qui vous marginalise de cette façon, qui vous traite comme un marchepied. Elle vous dit qu'elle le connaît depuis 22 ans. Ça signifie qu'elle connaît cet homme depuis qu'elle a 11 ans. Et après, elle s'est mise avec cet homme. Donc, elle n'a connu que cet homme. Et c'est certainement ça la raison qui fait qu'on la traite de la sorte, parce qu'elle ne connaît absolument rien. Rendue à 33 ans, elle n'a connu que cet homme. Elle n'a mangé que son évangile. Elle n'a bu que ses paroles. Et conséquence, elle s'est laissée aller à être ce qu'elle a été, le chiffon ou la serpillière. Donc aujourd'hui, qu'elle a décidé de partir avant de mourir sous les coups de cet homme-là. Maman, il faut sortir vous battre. Tout simplement. Pamela Phomène, alors, entre replier pour l'avenir de ses enfants, replier parce qu'on pense à demain, replier parce qu'on sait qu'auprès de leur père et de la dame, ils auront un meilleur suivi, une éducation correcte, et de rester dehors et ne pas avoir de quoi nourrir ses enfants, mais tout au moins avoir la santé. La chute est bonne. L'idéal serait qu'un enfant grandisse auprès de son père et de sa mère. Mais si ça va valoir la tête de l'un de ses parents, moi je dirais non ce matin. Non, c'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre qu'une femme se retrouve comme l'esclave de son mari. Votre mari veut vous punir. Ce n'est pas en vous demandant de vous mettre à genoux, bien planter les choux, bien votre front doit toucher le sol. Non! Lorsqu'on parle de respect dans le couple, ça va de pair. C'est-à-dire que autant que l'homme doit vous respecter, vous également, vous lui devez du respect. Ce n'est pas à un sens que non, parce que j'ai décroché un appel, mon mari doit venir, je dois déjà être à plat ventre, j'ai déjà versé de l'eau sur moi, j'attends qu'il vienne me fouetter. Non, 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 non. Sinon, on n'est plus en couple. Ça veut dire que même dans sa relation, elle ne peut pas émettre un avis. Ça veut dire que lorsque le mari lui dit « Aujourd'hui, on ne prépare pas dans cette maison », il est hors des questions qu'on prépare. Si son mari lui dit aujourd'hui « Tu as perdu ta mère, tu ne voyages pas pour l'enterrement de ta mère », elle ne voyagera pas parce que son mari lui a dit « Non, ça ne marche pas comme ça. » Je pense que le problème, c'est le téléphone. Ça, c'est un exemple, hein, Mambo. Ça, parce que ce genre de femme, elle ne peut même pas assister son ami. Si c'est seulement mon mari est très possessif. Il n'accepte pas que je reçoive les coups de pied. Mais le téléphone, c'est minime. Ça veut dire que si sa meilleure amie ou alors sa soeur ou alors sa cousine perd de sa belle-mère, son mari va lui dire « Tu ne voyages pas. » Il a dit que son mari ne rationne pas. Bon, je ne fais que prendre des exemples voilà, jusqu'ici. il a dit que... Pour dire que si votre mari vous refuse de manipuler ou d'avoir un téléphone portable, à plus forte raison, assister un proche, vous verrez qu'il ne va jamais accepter quoi que vous ferez. Donc, et comme cette dame, il y en a plein comme ça. Moi, je connais une, je préfère taire le nom, qui dans la relation, elle ne peut pas parler. C'est-à-dire que lorsqu'elle décroche le téléphone, son mari va lui demander qui t'a appelé, s'il y a un deuil dans la famille, un mariage, un toqué pour... Elle est exclue. Ça fait que quand il y a un événement dans sa famille, on ne l'appelle jamais pour lui informer parce qu'on sait qu'elle ne viendra pas. Vous vivez dans quelle relation? On appelle le mari. Quand une femme est mariée, on appelle le mari, on dit au mari, mais est-ce que sa femme peut assister alors la famille en détresse? Non! Si le mari, si vous prenez l'habitude d'appeler le mari, c'est aussi une hygiène de vie.
Autant vous faites appeler confiance. votre fille en mariage, appeler son mari. Faites confiance à votre mari devait faire pareil. Il est hors de question qu'il a un téléphone portable et vous n'en avez pas. Quitte à ce qu'il vous achète une puce, il met les numéros auxquels il voudrait qu'on vous appelle, mais ce n'est pas vous interdit carrément. C'est-à-dire que si vous êtes en mission, votre maman veut vous joindre, elle va appeler votre mari qui a l'extrême nord, qui a un souci avec son téléphone, qui va, je ne sais pas par quel moyen, vous renvoyer l'information à Douala pour que... Non, c'est trop long, vraiment. Que les hommes apprennent au moins à faire confiance à leurs copines. Maintenant, en ce qui concerne les enfants, cette femme peut bien nourrir ses enfants si elle ne veut plus retourner dans cette relation. Parce que, quoi qu'on dirait de ce plateau, la dernière décision revient à cette dame. Si elle veut vraiment retourner dans cette relation, mais en ce qui concerne pour élever ses enfants, elle peut bien le faire. Elle a 6 enfants, il y en a d'autres qui en ont moins que 6 et plus que 6 et qui s'en sortent bien. Maintenant, si elle décide de faire du commerce, elle peut facilement s'en sortir. J'avoue que ça sera difficile, mais elle peut s'en sortir. Mais si l'on pense qu'il est en train de punir la dame, je pense qu'il se trompe parce qu'il également... Est-ce qu'il peut retourner voir cet homme pour lui dire, chérie, écoute, je reconnais, je suis partie et tout, mais s'il te plaît, pense à assurer les charges par rapport aux enfants et tout. Est-ce qu'il faut qu'elle retourne supplier son mari? L'homme est mature. Ça veut dire que tout ce qu'il fait en ce moment, il est bien conscient de ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il veut punir la mère de l'enfant, sauf que ça se retourne contre ses propres enfants. Donc, il est hors de question qu'elle parte voir ce monsieur comme quoi elle veut supplier. Maintenant, si elle veut rentrer dans son foyer, ça serait que son mari va lui promettre que tout ce qu'il a eu à faire autrefois, il ne le fera plus. Il va apprendre à faire confiance à cette dame. Il va lui permettre d'avoir le téléphone. Ou bien, je ne sais pas, ils vont essayer d'arranger. Mais pas pour supplier que non, chérie, s'il te plaît, essaie de trouver comment tu vas envoyer 30 000 pour la ration des enfants. Non, ça revient de la responsabilité de l'homme. Quand l'homme prend celui de ne pas le faire, ça veut dire qu'il ne veut pas quoi que vous direz, quoi que vous ferez. Il ne va pas le faire. Donc, ça ne sert à rien d'obliger cet homme à faire cela. Si elle veut se battre, qu'elle se batte. Si elle veut revenir dans cette relation, dans ce foyer, qu'elle se rassure que cet homme ne va plus se comporter comme la dernière fois. Alors, Charles, mais vraiment, la dame est dans un dilemme, un terrible dilemme, tel que il faudrait ici faire quoi? Convoquer un conseil de famille pour que cet homme puisse prendre des engagements, aller au service social, porter plainte, parce que si vous passez 15 ans avec un homme qui se plaît à vous battre dessus, il se plaît à vous mettre à genoux, il se plaît à vous demander de planter des choux, il se plaît à vous sanctionner à sa guise. Comment on fait? Rien. Chacun d'entre vous, sur ce plateau, oui, a une relation. Qui, en tant qu'épouse, qui en tant que copain. Les règles de vie de chacun d'entre nous est différent. Ça veut dire que votre règlement intérieur chez vous est différent de Dominique Audrey, est différent de Pamela Fomen. Pamela Fomen peut avoir un homme qui gronde trop. Isabelle Carole peut avoir un homme qui ne fume pas, il ne boit pas. Il est regardant et critique sur tout. Critique sur tout. Chacun a un prototype. Je ne peux pas prendre votre vie, je la colle à Pamela. Non. Elle a vécu ça pendant plusieurs années. Et elle ne sait plus dans cette façon de vivre. Non, ça va. Permettez-moi. En aucun moment. Vous parlez de se plaire. Oui, elle ne sait plus. En aucun moment, elle a interpellé les membres de sa famille. On l'a bien dit, elle a eu sa dot, elle a eu sa mairie. Donc, c'est une affaire de la femme. C'est ce que tu voulais, on t'a donné. Elle a eu sa dot et sa mairie. À quel moment elle a interpellé un chef de famille? Moi, je suis comme le type là. Je suis comme le type là. Vous mettez à genoux? Il est comme lui, ça veut dire que forcément... Vous voyez, son rire, je l'ai fait exprès parce que je voulais voir son rire. Vous voyez le rire? C'est le rire de une femme qui dit non, c'est pas ça. Parce que vous dites j'ai provoqué parce que je savais, je cherchais quelque chose. Vous avez vu le rire de Dominique Audrey? Donnez-moi le genre d'homme là. C'est ça. Vous dites que c'est inhumain. Non. Vous dites que c'est inhumain. Chacun. Chaque personne a son bourreau. Vous avez des maris dont les femmes sont des bourreaux. Vous avez des hommes dont les femmes qui sont des bourreaux pour leurs femmes. Moi, je connais un papa qui met ses femmes à genoux. Hein. Il en a 4. Elles se mettent à genoux. Et l'objectif recherché? C'est l'éducation. Oui, c'est l'éducation.
qu'il a donné à sa femme. Oui. Chez moi, je n'aime même pas qu'elle sorte. Qu'elle sorte, je n'aime même pas. Mais vous êtes tout le temps dehors. Je dis, je n'aime pas qu'elle sorte. Elle regarde la télé, j'aime pas. J'aime même pas qu'elle va prendre une bière, j'aime pas. Mais vous acceptez quand même. Que ce qu'on appelait, que viens t'asseoir, j'estime que ça ne rentre pas dans ce que je veux d'elle, ce que j'attends d'elle. Elle avait S à la fin, elle ne sorte pas. Il peut tolérer. Je Ce peux. n'est pas que, il peut tolérer. Je peux. C'est mon règlement intérieur à moi. Et c'est pas une histoire que vous découvrez dans le mariage. Est-ce que ce n'est donc pas ça la base de l'échec? Non. C'est-à-dire que, Charles Amel, c'est vous qui reprochez Ce le qui me choque. Non, vous dites mon règlement intérieur. Oui, je pense. Est-ce que c'est pas un consensus? Est-ce qu'on n'établit pas le règlement intérieur ensemble? Vous-même, vous avez des règlements intérieurs. Oui, est-ce que l'homme On ne peut pas retenir Dominique Audrey ici à 12 ans. l'homme et la femme ne peuvent pas... À 12 ans, Dominique, même si vous faites quoi, ses pieds bougent déjà. Oui. Ça bouge déjà, Dominique doit Ça la dire. même. Pareil pour Isabelle Carole. Non, disons les choses. C'est ça le soir avec la télé. Ça la belle. Tu rappelles-toi de l'expression que nos parents utilisaient pour nous. As-tu mangé les pattes du chien? Du chien, Voilà. ou de la poule. Donc, je peux le dire, peut-être ça fait rire les autres, mais c'est comme ça, chacun a son règlement intérieur. Il y a une heure où tout homme au boulot commence à paniquer. Il doit rentrer à la maison parce qu'il ne veut pas avoir à répondre à des questions. C'est pas bon, les gens peuvent croire. C'est une façon de dire, de parler sur le plateau pour que les gens comprennent un peu ce que nous vivons. Ça peut ne pas être la vérité. Ce que nous discutons, c'est juste pour que les gens comprennent un peu que parfois on peut se charrier parce qu'on recherche un effet. Donc, dire donc que cette femme, je suis fâché d'elle. Et je vous le dis là pourquoi je suis fâché d'elle. Parce que c'est une femme qui aime son bourreau. Elle est tombée amoureuse de son bourreau. La bastonnade lui manque. Non. Elle ne peut pas clôturer en disant j'aime mon mari. Elle aurait dû dire, et Bob l'a bien précisé tout à l'heure, comment faire pour arrêter que mon mari me frappe. Voilà. Elle n'a pas dit. Elle aurait dû le dire, comment faire pour que mon mari arrête de me battre. Non, mais si on parle de 15 années, Charles, mais ça veut dire qu'elle a tout essayé. Nous avons écouté l'histoire. Son problème, si l'homme dit d'accord, je récupère les enfants, je m'occupe de. Elle dit ça y est, ça va. Le problème, ce n'est plus elle. Le problème, elle a décidé, elle est mourir en martyr. J'aime mon bourreau, même s'il me fait quoi, ça ne me dérange pas, pourvu qu'il s'occupe de mes 6 enfants. Même s'il décide que je viens le matin, je lave le sol, j'emmène à la maison, je prépare pour que je m'occupe de qu'il s'occupe de mes 6 enfants, ça m'arrange. C'est ce qu'elle est en train de chercher, un compromis. Nous, on refuse donc ça. Si tu estimes que ton mari est une menace, qu'avec lui c'est la mort, tu as décidé de prendre tes clics et tes claques de partir, vas-y. Vas-y, libère le plancher. Maintenant, développe dans l'autre, parce qu'en décidant de partir, tu n'as pas choisi que partir avec le corps, tu es parti avec l'esprit. Si cet esprit qui t'a dévancé n'a pas pensé au plan B, ça devient dangereux. Une femme qui sort pour le plaisir de sortir avec le corps et l'esprit, sans avoir pensé à quoi d'autre, elle est finie. Ça veut dire qu'elle était dans ce mariage, elle n'a jamais pensé épargner. Ça veut dire qu'elle était dans ce mariage, elle n'a jamais imaginé qu'à tout moment on peut m'appeler que mon mari est mort. Mon mari a reçu un handicap. Comment faire pour pouvoir continuer avec les enfants? Vous vous rendez compte que là, le temps s'est véritablement arrêté pour cette femme. Et c'est là où je lui porte cette reproche en disant, elle a poussé le bouchon, à mon avis, trop loin en sortant. Elle n'a aucun appui. Voilà, d'après, j'ai dit tout à l'heure, la la femme d'autrui, même c'est votre papa, qui arrive et surtout dessus des bastonnades, elle passe la première nuit, la deuxième nuit, vous la ramenez pour résoudre le problème. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire jusqu'à on la ramène. Ce qu'elle doit faire, elle doit demander un conseil de famille. On va convoquer le mari. Elle plaide coupable. Oui. Oui, tout à fait. Elle plaide coupable d'avoir abandonné, non. Oui. D'avoir abandonné son foyer. De s'être sauvée. Non. D'avoir sauvé sa vie. Elle a posé le problème autrement. Je reste sur comment elle a posé le problème. Elle plaide coupable d'avoir abandonné son foyer. Elle soulève donc les raisons maintenant qui l'ont fait partir dans la précipitation et la colère. Non, elle plaide d'abord coupable. Est-ce que vous savez qu'il y a des familles, je prends des pans de Bonabéry, où quand la femme dépasse l'homme, l'homme appelle seulement ses soeurs, c'est les soeurs qui viennent taper la femme dedans.
Vous secouez la tête, mais c'est des réalités. C'est des réalités. C'est des réalités. Il faut bannir peut-être. Mais vous voyez même ça dans les web-séries. Vivons les réalités. Qui m'appelle cette sœur là où je suis là, je ne mange même pas. C'est les sœurs qui viennent taper. Ça existe. À Douala, ici, ça existe. Que toi aussi, avec ta longue bouche lavée, tu ne laisses pas notre mari tranquille. C'est les femmes comment... qui ont fréquenté, hein, s'il vous plaît, qui se retrouvent à vivre ça. Non, c'est pour dire que chaque couple a son modèle de vie. C'est à chaque femme dès les premières heures de battre le fer quand il est chaud et de régler. Tel n'est pas le cas, qu'elle plaide coupable, qu'elle convoque la famille. Maintenant, la famille va statuer. Est-ce qu'elle rentre? Est-ce qu'il continue à la bastonner? Qu'est-ce qu'on décide? Elle seule, elle ne pourra rien. C'est tout. Je crois qu'il faut vraiment mûrir une décision avant de pouvoir la prendre, parce que là, c'est un tout petit peu compliqué. J'imagine une femme avec ses enfants sans abri, sans nutrition, c'est extrêmement compliqué, très dur. Mais la violence, vraiment. Non, nous tous nous condamnons la violence. Oui, mais vous voulez que ce soit l'acte principal. Une femme qui dit le mari te met à genoux. Attendez, vous pouvez savoir qui a mangé ta dot. Non, mais le les mari gens qui ont mangé ta dot, Isabelle Carole, ce sont ces gens-là que tu vois parce qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'on enlève maman quand on doit t'accompagner la dernière fois. Mon mari ne me laisse pas dormir. Mon mari il me tape même devant les enfants. Les enfants commencent à grandir. Qu'est-ce que... Ce sont ces gens qui ont pris ta dot, qui viendront demain, jeune homme. Qu'est-ce qui se passe avec notre femme? Qu'est-ce qui... Mais ici, elle est partie. Personne n'est venu interpeller son mari. D'accord. Merci à vous, mon Bengan. La colère à présent avec Charles Amel. Sur la question de la recrudescence des agressions dans les taxis, cas de Yaoundé qui désormais bat les records. Que se passe-t-il à Yaoundé? Question. Comment comprendre la recrudescence de ces multiples agressions alors qu'on sait d'aventure que c'est toujours comme ça depuis des années? À une certaine période, des agressions surgissent sans qu'on ne comprenne le pourquoi. Comment comprendre que de nombreux quartiers et taxis se soient transformés en lieu d'agression de tout genre? À une certaine époque, ici à Douala, c'était la zone Bonaloka, la zone de l'Axelou, entre Marché des Fleurs, Bonaloka, aéroport, où on retrouvait tous les matins, et ce jusqu'à aujourd'hui, des sacs, des perruques de femmes, des talons de femmes, des corps sans vie. Ils sont nombreux à avoir essuyé des revers ces derniers jours dans plusieurs quartiers de la ville de Yaoundé. Certains craignent désormais pour leur vie à bord de ces voitures jaunes. Voilà des semaines que les habitants de la ville de Yaoundé vivent au rythme d'agressions de tout genre. Comment comprendre ces multiples agressions et braquages? On s'est retrouvé l'année dernière à retrouver au rang de braqueurs des hommes en tenue. Des hommes en tenue. Tel avait été le cas dans le sud-ouest, toujours l'année dernière, où on avait retrouvé des éléments, état de choses qui avaient interpellé les responsables, à poser la question de savoir, ne faudrait-il pas encore davantage filtrer les hommes en tenue? Ce n'est pas moi qui le dis, les faits sont têtus. Comment comprendre cette situation face à cette absence de badge d'identification devenu criard chez les taximens au Cameroun? Vous pouvez entrer dans 10 taxis, vous ne verrez aucun badge d'identification. Yaoundé, pareil. Comment comprendre que plusieurs taxis dans la capitale politique n'ont pas de badge d'identification? Est-ce que le ministre des Transports le sait? Ils n'ont même pas, j'ai dit ils n'ont même pas, sur la portière, les numéros. Ça n'existe plus à Douala. Sur 100 taxis, 80 n'ont même plus les numéros de portière. Pourquoi? Point d'interrogation. Comment comprendre que parfois, vous avez des badges accrochés au niveau du rétroviseur interne qui ne portent pas, lorsque badge existe, la photo du chauffeur au volant. Le chauffeur et son véhicule, d'après les textes réglementaires, seront identifiés instantanément avant la prise en charge. Photo
nom, téléphone, marque du véhicule, plaque d'immatriculation, numéro de licence. Voilà ce qui avait été arrêté à l'époque de Robin Kili. Comment comprendre que les agresseurs dans les taxis profitent de ceux qui ne sont pas identifiés? Quelqu'un qui doit là à 6 heures, arrive à Yaoundé à 11 heures, et à 13 heures, il est au volant d'un taxi. Comment comprendre que d'autres ont des véhicules ne portant pas de plaque d'immatriculation, encore moins de numéro attribué au niveau de la mairie? À partir du moment où il y aura un fichier central, chaque taximan aura un seul numéro comme au Gabon. Au Gabon, il y a un fichier central. Mais chez nous, au Cameroun, ça nous dépasse encore. On se cherche. Comment comprendre que les domiciles de hautes personnalités pareilles, elles aussi n'échappent pas? Comment comprendre que sur les 10 régions, 6 sont dans une insécurité chronique? Question. Allons-nous dire qu'il y a un manque d'effectifs? Pourquoi est-ce qu'on ne contrôle pas à Douala comme on contrôle à Yaoundé? Et pourquoi avec les contrôles de Yaoundé, on assiste encore à des tonnes d'agression? C'est grave. Rappelons-nous qu'en septembre 2018, un diplomate russe s'est fait agresser à 2 pas du palais de l'Unité. Rappelons-nous que l'une des causes du retrait de la CAN 2019 reposait sur l'insécurité qui régnait dans le pays. Rappelons-nous que l'on vient à peine de porter en terre Avenir Ava assassiné froidement au seuil de sa porte. L'agression subie par l'abbé Félix Désiré Mougou, curé de la paroisse d'Ensam, et ceux des journalistes sous le ciel de Yaoundé. Rappelons-nous de l'assassinat de Lucie, enceinte dont le corps a été retrouvé près du cimetière central de Yaoundé, portant des traces de sperme. L'enlèvement et la tuerie au quartier malade de 4 enfants d'une même famille. L'assassinat à son domicile à Tongolon, devant femme et enfants d'un magistrat. L'agression contre l'ambassadeur des États-Unis non loin de sa résidence à Bastos. Il faut dire, à Yaoundé, on agresse à tout moment. Omnisport, c'est devenu grave. Là-bas, à Yaoundé, Omnisport. À Tongolon, c'est grave. Sans oublier l'axe qui mène au palais. Même dans la journée à Yaoundé, c'est devenu grave. Et c'est avec les taxis. Les taxis sont devenus désormais les outils des braqueurs. Et oui, il ne fait plus l'ombre d'un doute que l'insécurité est en train d'atteindre un seuil critique dans ce pays. À quoi servent alors les caméras de surveillance installées le long des carrefours et quartiers de cette République, censées protéger les pauvres citoyens et populations que nous sommes? Très, très difficile. Et ce qui se passe, du moins à Yaoundé, est propre à pas mal de villes au Cameroun. Douala n'est pas épargné. Et concernant dans le septentrion, c'est également pareil. Dominique Audrey-Yangalek. Mais Yaoundé bat à l'heure actuelle. Bat les records. Les records. Sur l'accès Simalène, Yaoundé est en train de battre les records dans les taxis. On se rappelle la dame qui a été déchiquetée, on va dire ça comme ça, et balancée dans la forêt qu'on a retrouvée du côté de Yaoundé tout récemment. Elle devait même repartir en Europe. Je crois qu'elle était de passage au Cameroun. Voilà. Elle devait repartir en Europe, mais malheureusement a perdu la vie ici dans ce genre de circonstances-là. Ces agressions répétées dans ces taxis, il faut déjà qu'à la base, est-ce que chacun est à jour? Parce qu'il y a des taxis, vous voyez, parfois vous tournez, vous voyez qu'il n'y a même pas la plaque. Sérieux, il circule, il y a des gens qui montent à l'intérieur. Qu'est-ce que le taxi sans se rendre même compte? Non, mais, hein? Quand on monte dans le taxi, on ne se rend pas compte. Non, mais... Le taxi vient vers vous? Moi, je crois que c'est des oui, préalables. Le taxi vient vers vous. Vous voyez le derrière alors? Mais que ce soit vu de... Mais moi, je crois que ce sont des préalables quand même, Dominique Audrey. Le badge. Il faut regarder si le taxi a une plaque. Est-ce qu'il a un badge? Tu n'as pas de voiture. Oh, où est votre badge? Où est votre nom et tout ça? Pardon, descends de mon taxi. Ne viens pas me gaspiller ma journée et tout. Descends et tout. Moi, je connais une femme qui a échappé à une agression mortelle parce qu'elle avait ses menstruations. Ce jour-là, oui. Elle s'est retrouvée dans un taxi. Donc, elle allait rendre visite à des gens. Donc, au moment de leur accompagnement, on l'a fait asseoir dans le taxi. Elle était en 2e position derrière, dont la 3e personne est arrivée. Après, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. On a voulu dévier. Elle dit que mais moi je vais à tel endroit. Pourquoi vous voulez contourner par là-bas? Et tout, elle ressent les couteaux et tout ça. On devait finir avec elle. Elle dit que vraiment, pardon, j'ai mes menstruations et tout. Non, on dit, on laisse ça. On va seulement partir avec toi. C'est bon pour toi aujourd'hui. Il a fallu que le monsieur vérifie qu'effectivement, elle a ses madras. Et c'est comme ça qu'on l'a balancée dans un endroit. On a pris tout ce qu'elle avait, téléphone, argent, tout.
C'est lorsqu'on la dépose qu'elle a demandé aux gens qui étaient à côté un téléphone pour rappeler pour qu'on puisse la ramener. Aujourd'hui, on est en sécurité nulle part. On est en sécurité à aucun endroit. Vous pouvez voir un taxi qui a même tous les papiers. Il a sa plaque, il a son badge. Le taxi est même propre. Vous êtes seul dans ce taxi. Mais après, les gens qui vont venir vont finir par vous agresser. Donc ici, vraiment, comme on dit généralement, et que les gens... Mais qu'on se rassure au moins des préalables. Parfois, vous voyez quelqu'un qui est dans un taxi. Le taxi, il ne se rend même pas compte que le gars conduit, il n'a même pas les phares. Oui. Ah bon? Oui, vous êtes dans un taxi, il n'a pas de phare. Vous êtes là-dedans. Parfois, c'est même à destination que vous sortez du taxi. Vous dites que, donc il roulait avec moi comme s'il n'avait pas de phare. Oui. Ici, ce sont les syndicats. On pourrait aisément interpeller les syndicats à faire le tri entre... Parce qu'il y a le lancement qu'on fait, si je ne me trompe, c'est ça le lancement. Le lancement. Moi, je peux avoir mon taxi. Je suis une personne réglo, vraiment, je fais tout dans les normes. Mais je prête mon taxi à Pamela qui n'a pas de voiture pour qu'elle puisse avoir ne serait-ce que de quoi manger. Et pendant dans son temps de travail, Pamela peut se retrouver à faire tout et n'importe quoi. On a besoin, comme dans le pays étranger, la Côte d'Ivoire, je crois que c'est la Côte d'Ivoire, que Charles Amel a mentionné. Gabon. Le Gabon. Un fichier central. Oui, on doit avoir un fichier pour savoir, et la police doit véritablement, vraiment contrôler vraiment les taxis. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui va descendre, venir prendre ce qu'il a à vous donner, il vous donne, il passe, sans que vous ne sachiez. Peut-être il y a quelqu'un qu'on est en train d'agresser à côté, la personne peut vous faire un signe. Donc, il faudrait que les syndicats veillent à savoir qui est véritablement membre du syndicat, la moralité des membres de ces syndicats, et la police également doit véritablement contrôler. On a besoin que nos rues soient également éclairées parce qu'on choisit généralement les coins sombres pour balancer, et les personnes qu'on a agressées, soit ce sont des corps, soit ce sont leurs effets qu'on jette à ces endroits-là. Donc, mais à part ça, on est à l'abri nulle part. Parce que même sur la moto, on peut vous détourner et après, on va vous agresser. Mais bon, Bengan, on va dire quoi? C'est l'activité de taximan aujourd'hui nourrit plus son nom. C'est ce qui explique cette recrudescence des agressions dans les taxis aujourd'hui. Parce que ces derniers sont complices, du moins pour la plupart des agressions qu'on a maintenant dans les taxis. Oui. Le conducteur lui-même est complice, il sait ce qui se passe. Parfois, c'est le rétroviseur qu'on vous demande de bouger 150 fois. Vous le faites naïvement et entre-temps, on est en train de vous dépouiller. Mais quelquefois, on vous dit que le siège bouge. Oui, ça, vraiment, il faut réparer. Madame, mais toi, si on te fait on crée un spectacle, c'est à la fin du spectacle que tu comprends ce qui se passe. Oui, c'est vrai que Charles Amel a parlé spécialement de taxi, mais le taxi, c'est un pan de la... comment je vais dire ça, d'un problème global des sociétés. Ici, moi, j'interroge les structures en charge de la sécurité. Nous avons la DGRE, dont certains de ses membres sont voilà, dans des situations qu'on connaît. Voilà le premier travail de la DGRE. Mais on a amené la DGRE qui s'appelait CEDOC, DIRDOC et SENER hier à pourchasser les opposants, à détecter ceux qui veulent prendre le siège du palais, comme si tout le monde voulait être président de la République. Voilà son travail. C'est pour ça que ce corps recrute partout, non seulement au sein des forces de maintien de l'ordre et même de sécurité, mais également dans la population civile. Parce que l'universalité de la défense dont on parle, lorsque la population participe à la défense nationale, c'est là où devient le terme deuxième bureau. Mais les gens ont pris deuxième bureau, voilà. Nous les hommes, on l'utilise voilà, pour égayer les femmes. Bon, c'est pas pour les rendre heureuses. Voilà. Donc en fait, deuxième bureau, c'est le renseignement. Ce renseignement-là, pour le cas du Cameroun, devait être encadré et par la DGRE, et par les renseignements généraux de la police, et par les renseignements généraux de la gendarmerie. Parce que la sécurité militaire, c'est autre chose. Ça devait donc être encadré comment? Au niveau des sous-préfectures, ils ont ce qu'on appelle comité de coordination des opérations. Généralement, vous entendez dire que le gouverneur tient une réunion de sécurité aujourd'hui et le préfet tient une réunion de sécurité. Mais ça,
c'est grand connu. Mais ils ont des réunions secrètes que personne ne sait où ça se tient et quand ça se tient. C'est ça qu'on appelle le comité de coordination des opérations. Donc, or, c'est là où ces problèmes sont discutés. Généralement, lorsque ce problème arrive, puisque les forces de maintien de l'ordre sont formées, on détecte les taxis, comme disait Audrey, les syndicats. On dit chaque taxi doit avoir quelqu'un, c'est-à-dire on circonscrit la ville. Toi, tu vas prendre, comme il a pris le cas de Yaoundé, bon, toi, tu vas attendre le taxi au niveau de, c'est pas moi, van, tu vas prendre un van poste central. Mais en exigeant peut-être que Vombi. Donc, on calibre comme ça, de telle manière que les directions des taxis sont orientées. Vous qui êtes donc formé là-dedans, tant un homme en tenue formé, si on vous prend en van pour Vombi ou poste central et que quelqu'un voudrait détourner le taxi en passant, je ne sais pas, par la brasserie derrière pour... Le gars, il est la calme. Il dit, je vous ai dit que j'étais ça. Il dit que non, tu sais, on va en contourner comme ça, on remonte par Coron. Il dit que d'accord. Dès que vous braquez donc et qu'une situation compliquée arrive, c'est là où vous leur apprenez que, voilà, pourquoi beaucoup n'a pas S. Donc voilà comment on amortit progressivement. Et pendant ce temps, pendant qu'on vous épate, vous avez leur code. Un double mot, papa. Non, je veux dire les gens de sécurité qui sont dans le taxi, parce qu'ils sont en opération. Ils ont des codes, sachant donc que bon, ces camarades qui sont un peu partout, ils convergent. Puisqu'ils ont les méthodes de repérage, que vous appelez souvent, comment vous appelez le GPS, bon, mais ils ont voilà, un système de repérage miniaturisé qui vous permet de le faire. Voilà comment on régule ces problèmes. Mais aujourd'hui, nous, les services de renseignement sont là pour traquer. Est-ce que Nietzsche veut organiser une marche quelque part? Bon, voilà, Kino les soutient souvent. Et on essaie de voir les gars là, que Kino envoie là-bas un reportage pour voir, essayer, bon, est-ce que, voilà où est-ce qu'on est arrêté. Alors, on a oublié l'essentiel, qui est la protection des personnes et des biens. Et justement, parlons de cette protection des personnes et des biens. Lorsqu'on observe une ville comme celle de Yaoundé, des dispositifs en termes de caméras, est-ce qu'on les a? Nos rues se trouvent dans quel état? L'obscurité, est-ce que ce ne sont pas autant d'éléments qui participent à cette recrudescence? Oui, mais les forces de l'ordre, justement, sont formées pour cela. Pour éclairer? Non, je dis, prenons même le cas, comme il n'y a pas d'éclairage. Ils doivent donc savoir que comment protéger les citoyens avec ça. Nous n'avons que 8 caméras. Est-ce qu'on n'a pas à les alléger la tâche? Parce que s'il y a une caméra de surveillance, je ne sais pas, à n'importe quel niveau, on pourra facilement voir et savoir que voilà, le véhicule, son au moins la plaque. À l'époque de Fauchive, il n'y avait pas de caméra. Mais on arrivait à contenir des situations. Maintenant, avec l'évolution de la technologie, oui, il faut les caméras, il faut l'éclairage. Je ne suis pas contre cette option. Mais lorsqu'on ne met pas, et ils doivent donc, par rapport au serment qu'ils ont traité, protéger les personnes et les biens. Nous avons 8 caméras seulement à Yaoundé, de tel à tel. Et ils savent pourquoi ils les ont mis à tel endroit et pas à tel autre. Ça veut dire que de tel tronçon à tel tronçon, il n'y a pas de caméra. Donc, beaucoup de choses peuvent se passer. Généralement, quand on agresse ici, on amène les sacs là-bas à côté des rails. Quand on fait, bon. Et ils savent ça dans les réunions. Donc, ils se positionnent donc par rapport à ça. À ce moment, dans les bulletins, vont se dire, non, le taxi qu'on appelle Mbombokla, qui a multiplié les taxis, le gars là, il est dangereux. On vous interpelle donc au regard d'un certain nombre de choses. Vous vous trouvez devant le procureur qui vous dit, monsieur Mbombokbengan, votre taxi, vous vous reconnaissez? Oui. On va donc, si j'ai des complices à l'intérieur ou tout, on pourra me dire, mais monsieur, disciplinez-vous. Voilà comment on arrive à réguler une situation compliquée. Parce que le civil,
Il fait quoi? Vous ne pouvez pas. Eh, papa, pardon, donnez-moi seulement la puce, prenez le téléphone, ils vont même casser la puce. Oui. Et même la carte d'identité, vous savez que les cartes d'identité sont full camp. Il n'y a même pas beaucoup d'argent dans tout ça, ne dis pas fort. On te largue de gifle. On n'a rien trouvé ici. Tu n'as pas honte de te promener seulement avec 1500. Donc, voilà, déjà, ça devient compliqué. Donc, le problème revient au niveau des forces de maintien de l'ordre, la DGRE, et surtout également, parce que ça concerne aussi le ministre Tangandi, pas comme Minat, mais comme secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. D'accord, Pamela Fomen, à ce niveau-ci, que doivent faire les populations pour sauver leur vie? Parce que des agressions, on en parle. Ce n'est pas un sujet qui soit nouveau. Ce n'est pas aujourd'hui que le problème est évoqué. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au quotidien, il y a des personnes qui se font agresser. Il y en a qui perdent de la vie parce que parfois ça tourne mal. Souvent, l'autre, ils sont trois. L'autre n'a même pas envie de vous violer. Mais il y a un d'eux qui va dire non, 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 il faut qu'on la viole, il faut qu'on la viole. C'est-à-dire, ça tourne au drame. Vous vivez toute votre vie avec un traumatisme. Là, on est conscient de la situation, du moins parlons de ces autorités qui sont bel et bien au courant de ce que ces populations-là vivent, choisissent de garder le silence. Raison pour laquelle je demande, ces populations, elles qui sont victimes, elles qui sont contraintes de sortir, de rentrer parfois à des heures vraiment très avancées de la nuit, pour une raison ou pour une autre, que faire? Qu'est-ce qu'on va faire, Isabelle? Qu'on ne prenne plus les motos, qu'on ne prenne plus les taxis, qu'on s'achète, c'est facile. Tout le monde peut s'offrir une voiture aujourd'hui. C'est presque impossible. Moi, j'ai écouté encore le reportage de Ben Christine, je crois que c'était mercredi, où une jeune dame a été agressée dans un taxi. C'est-à-dire que la dame est entrée avec ses enfants. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un monsieur qui est entré dans le taxi, on a ouvert un plastique. La dame a jeté un coup d'œil dans le plastique. Jusqu'aujourd'hui, enfin, jusqu'à hier, on n'avait pas de nouvelles de cette jeune dame. Mais après, elle a tenté de joindre sa mère. Ça n'a pas du tout marché. À Yaoundé, c'est-à-dire que vous arrivez même le fief où il y a des agences en van, c'est grave. Oui. C'est-à-dire que vous entrez dans une voiture en transport en commun. Lorsqu'on arrive à Boum-Niebel, il y a un monsieur qui va se lever, vous donner les consignes. Quand vous arrivez en van, si quelqu'un vous interpelle, ne vous arrêtez pas. Si vous avez un sac, vous tenez bien. Si vous avez... À Yaoundé, de la capitale politique, c'est-à-dire que tout le monde connaît que là-bas, c'est dangereux. Donc, faites attention. Vous avez vu même dans les aéroports, même les taximans qui sont dans les aéroports, on agresse. Pendant la canne, on l'a vu, des étrangers qui sont venus au Cameroun, sont arrivés à l'aéroport, on les a agressés carrément. Vous pensez que ceux-là ne sont pas au courant? Ils sont au courant. Vous arrivez à Bonabéry, on vous prend au rond-point, on vous dit, vous partez à 4 étages, parce que 4 étages, ça va dans les deux sens, ça dit une nouvelle comme ancienne route. Il va vous dire que non, madame, entrez, le monsieur qui est ici va sortir devant. Si vous avez la malchance de passer par l'ancien pont, parce que là-bas, ce n'est pas éclairé, vous êtes parti. C'est-à-dire que là-bas, il va vous faire semblant que non, s'il vous plaît, descendez, je vais vérifier quelque chose. Quand vous allez sortir, moi je m'adresse à ceux qui vivent de ce côté-là, quand vous allez sortir de ce véhicule, le pire va vous arriver. Pourtant, cette route devrait quand même être éclairée, au moins c'est le minimum qu'on leur demande. Donc, il faut faire véritablement attention, personne n'est à l'abri. Dernièrement, on l'a vu, le phénomène de microbes ici à Douala, où le gouverneur a dit non, on va réguler les motos. Parce qu'on se disait que non, la moto, forcément, c'est ça qui cause un désagrément dans la ville. Prenez plutôt, parce qu'on dit, ne prenez pas les motos durant une certaine heure, c'est pour dire que vous ne serez pas à l'abri, prenez plutôt les taxis. Mais avec les taxis, vous êtes agressé, ça veut dire que faisons la marche à pied, c'est tout. Ça veut dire qu'il faut bien regarder le taxi qu'on stoppe. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant comme critère avant de rentrer dans un taxi? Peut-être les dépôts. Les dépôts. Même le dépôt, est-ce qu'on est épargné lorsqu'on prend un dépôt? Je vais compter quelque chose. Quand moi je fréquentais, j'avais pris un taxi où j'étais seul pendant le dépôt. Le monsieur me fait savoir que il faut descendre, un truc comme ça. Quand je suis descendu, le monsieur m'a agressé, il a pris mes reçus. C'est-à-dire que quand je suis retourné à l'école, parce qu'il fallait montrer le reçu avant d'entrer en salle, quand j'arrive, on me fait savoir que madame, vous êtes insolvable.
Il fallait faire comment? Je n'avais plus le reçu. Il fallait que je me rapporte du secrétariat pour qu'on essaie de montrer un exemplaire, une source qui montre que je suis conforme. Sinon, je ne devrais pas entrer. Donc, pour dire que même avec un dépôt, vous n'êtes pas à l'abri. Si la personne qui vous conduit va vous agresser, il va vous agresser. Même, ça veut dire que même sur la moto, ils ont toujours les places, ils ont toujours quelque chose. Si ce n'est pas le parfum, c'est quelque chose qui vont me dire, madame, tenez-moi un peu comme ça. Quand vous allez ouvrir pour déposer ce qu'il va déposer, c'est fini pour vous. Peut-être parler de dépôt dans le sens où c'est que vous serez seul uniquement avec le conducteur. Il n'y aura pas d'autres personnes derrière, vraiment qui pourra vous menacer, qui pourra vous dire ici, qui pourra vous dire ça. C'est le chauffeur qui choisit la route qu'il emprunte. Devant, il peut y avoir des gens qui vont l'attendre là-bas. On crée une embuscade, on met une roue sur la route. Il fait semblant de s'arrêter de sortir, regarder et après... C'est tout. Ou bien vous dites, Isabelle, s'il vous plaît, c'est mon frère là, il vient d'arriver, pardon, permettez-moi qu'il entre. On le dépose juste là, à la prochaine entrée, il descend. Ce sont complices. Tout à fait. Ou un endroit où le groupe dit, non, je veux me mettre à l'aise. À l'aise, oui. C'est tout. Là, voilà. Il n'y a que Dieu qui nous protège. Oui, je crois qu'on devrait commencer à doubler de vigilance pour nous-mêmes, pour notre bien, pour notre propre sécurité et rappeler à ceux qui sont chargés de la protection, d'assurer la protection des personnes et des biens, de doubler également d'efforts parce qu'on a cruellement besoin de cela. Au secours, ça ne va plus.